Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour parler avec nous de dette publique et bienvenue à cette conférence des journées de l'économie autrement. On va parler donc de la dette et de son explosion pendant la pandémie. Il faut savoir qu'elle a atteint des niveaux jamais vus depuis 1945. On l'estime à peu près à environ 125% du PIB à la fin de l'année. À l'heure où les perspectives de croissance n'ont jamais été aussi basses et où les effets de la récession risquent d'avoir un impact durable, la question inquiète le grand public. Il y a d'ailleurs un grand décalage entre le traitement de la question dans le débat public et le débat entre experts. On croirait par exemple que la dette publique, c'est comme la dette d'un particulier vis-à-vis d'une banque, qu'un État peut faire faillite, que l'intégralité de notre dette est aux mains de créanciers privés rapaces. Ce traitement complètement alarmiste de la question tranche avec la teneur des débats entre économistes. Certes, la dette n'a jamais été aussi haute, mais les taux n'ont jamais été aussi bas, et pareil pour la charge d'intérêt. Et aussi, l'essentiel des dettes émises pendant le Covid ont été rachetées par la Banque centrale européenne, soit une institution publique qui appartient aux États qui émettent cette dette. Cette conférence va donc nous montrer que s'il y a un désaccord entre économistes, il est plutôt sur la gestion de la dette à long terme. Et qu'on parle autant de dette aussi parce que c'est une question éminemment politique. Est-ce que, en plein cœur d'une crise sanitaire, sociale et écologique, ça va être un prétexte pour retourner à l'austérité? Cette conférence, elle a pour but de vous inviter à demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dette, sans jamais oser le demander, à notre excellent panel d'experts. Ils vont intervenir dans un premier temps pour expliquer la situation économique actuelle, les différents paramètres qui déterminent la gestion d'une dette publique, quel diagnostic ils font, comment la dette publique est gérée, et on débattra de la pertinence et de la soutenabilité de cette gestion. Merci à nos trois économistes de se prêter à l'exercice. Jésabelle Coupé-Soubeyran, maître de conférence, alors je ne sais pas si on dit maître ou maîtresse. Je peux dire maîtresse. Mais tu préfères maîtresse, d'accord. Maîtresse. Oui, moi, je pense qu'il faut féminiser les mots, c'est important. Et maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 et conseillère scientifique de l'Institut Veblen. Oui, j'ai oublié de me présenter. Je suis Julien Alac, chargé de mission à l'Institut Veblen et je suis très fier d'avoir Jésabelle pour conseillère scientifique. Anne-Laure Delatte, chercheuse au CNRS et rattachée à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste de politique monétaire et de questions de macroéconomie financière. Et Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Alors, je propose de donner la parole dans un premier temps à Jésabelle pour nous donner son diagnostic des différentes macroéconomiques et des différentes politiques mises en place pour gérer la dette. Merci beaucoup, Julien. Merci. Bon, alors, essayons de faire un petit peu le tour de ces questions. Alors, tout d'abord, on est donc, face à cette crise sanitaire et ce qu'il y a, je dirais, d'intéressant finalement dans cette crise, c'est qu'elle nous rappelle la nécessité absolue des dépenses publiques et la nécessité absolue aussi d'une réponse de politique économique. Donc, ce sont les deux points de départ. Donc, pour gérer cette crise, on a besoin d'effectuer des dépenses publiques massives. C'est une nécessité absolue et personne ne remet ça, évidemment, en question. Cela étant, eh bien, il y a deux questions déterminantes, en fait, pour gérer la situation actuelle sans fermer les yeux, en fait, sur l'avenir. La première question, c'est la question de savoir où vont ces dépenses, ce qu'on en fait, autrement dit, leur destination. Et évidemment, ces dépenses n'auront pas du tout, en fait, le même effet d'entraînement sur l'économie selon qu'elles viennent combler des manques, qu'elles viennent compenser des pertes, ou bien selon qu'elles permettent de réaliser des investissements. Et il faut tenir compte de cela. Alors, ça veut évidemment pas dire, si vous voulez, qu'il faut réduire les dépenses de soutien, mais ça veut dire en fait qu'il ne faut pas surestimer l'effet multiplicateur que vont avoir ces dépenses. Et ça veut dire aussi que si on finance ces dépenses par de la dette, eh bien, ces dépenses ne créeront pas forcément les conditions de remboursement de cette dette, précisément parce que toutes n'auront pas un gros effet d'entraînement. Donc ça permet déjà, si vous voulez, de relativiser un point qu'on entend souvent. Souvent, on entend c'est la croissance qui va permettre de rembourser la dette. Il ne faut pas trop compter sur la croissance pour rembourser la dette Covid, pour les raisons que je viens de mentionner. Et puis en plus, si vous voulez, de toute façon, on a fondamentalement besoin aussi de repenser nos modèles de croissance. Donc, je crois que c'est doublement illusoire, en fait, de compter sur la croissance pour rembourser la dette Covid. Et puis, il y a une deuxième question clé.
La deuxième question clé, c'est celle du choix du financement, en fait, de ces dépenses. D'accord ? La première question clé, c'était où vont ces dépenses, qu'est-ce qu'on en fait, leur destination. La deuxième question clé, c'est donc comment est-ce qu'on les finance, ces dépenses. Ce que nous démontre cette crise, c'est que la dépense publique, c'est avant tout une décision politique. D'accord ? Et vous voyez que ce qu'on disait en fait hier impossible est considéré aujourd'hui comme indispensable. D'accord ? Ces dépenses publiques, hier, on les considérait comme étant impossibles. Eh bien, aujourd'hui, elles sont indispensables. Et ce que ça nous dit économiquement, c'est que la décision de dépenser, elle vient en premier, et puis ensuite, eh bien, on fait le choix du financement. Alors, cela étant, ça ne veut pas dire que le mode de financement est neutre. D'accord ? Ça veut dire que ce choix du financement importe et qu'il a des conséquences pour l'avenir. Quel est aujourd'hui le choix de financement de ces dépenses ? Eh bien, le choix, c'est la dette. D'accord ? On a choisi la dette. Et alors, ce qu'il y a quand même d'assez extraordinaire, si vous voulez, dans la situation actuelle, c'est que les mêmes qui, hier, diabolisaient la dette publique, vous disent aujourd'hui, circulez, il n'y a rien à voir, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut financer ça par la dette, donc allons-y. À mon avis, ils se trompaient hier et ils se trompent encore aujourd'hui. Et alors, on peut avoir l'impression, si vous voulez, en premier abord, que c'est un discours contradictoire, d'accord ? Le fait d'avoir diabolisé la dette hier et puis de considérer qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. En fait, non, ce n'est pas contradictoire. Il y a au contraire une grande cohérence, en fait, dans ce discours, parce que il traduit, je dirais, un attachement quasi religieux des conservateurs du monde actuel à la dette en tant qu'instrument de pression politique. Et je pense que Nicolas y reviendra et sera d'accord avec ce point. La dette, un attachement à la dette comme instrument de pression politique, comme instrument en fait d'extension du domaine privé et d'attrition du domaine public. D'accord ? C'est ça en fait fondamentalement la dette. Et la preuve en fait, c'est que souvent, si vous voulez, le discours de ces conservateurs se termine par la dette, ça se rembourse. Et elle est là la pression ultime en fait. La pression ultime, elle est évidemment dans ce qu'on doit. Vous me devez, donc vous êtes obligé, vous faites ce que je vous dis de faire parce que vous me devez. C'est ça fondamentalement la dette. Et c'est pour ça aussi qu'il faut veiller en fait à un endettement qui n'étrangle pas. Or, cette dette Covid, eh bien, elle risque d'étrangler les États. Et pourquoi ? Eh bien, précisément parce que en fait, les États de la zone euro en l'occurrence, sont entrés dans la crise sanitaire avec des finances publiques dégradées par la gestion de la crise financière de 2007-2008. Et comprenez-moi bien, c'est pas, je suis pas en train de dire que la dette en soi est un problème. Hein, j'attire l'attention en fait plutôt sur la dynamique de la dette, sur l'accumulation de dettes. Quand on contracte 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires, eh bien, ça n'a évidemment pas le même effet selon que ça vient s'ajouter à un encours qui était en hausse, selon que ça vient s'ajouter à un encours stable ou selon que ça vient s'ajouter à un encours qui était en baisse. D'accord ? Donc, il faut considérer, si vous voulez, absolument cette dynamique de la dette. Alors, ce qu'on entend beaucoup, et puis Julien, tu l'as rappelé dans l'introduction, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le contexte actuel est un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas qui vont le rester et que dans ce contexte-là, la dette, l'endettement, ce n'est pas un problème. Mais posons-nous la question, à quelles conditions les taux vont-ils rester bas ? Et en particulier, à quelles conditions les taux des dettes souveraines resteront-ils bas ? Eh bien, à la condition que la Banque centrale européenne, la banque des banques de la zone euro, continue de faire ce qu'elle fait actuellement, autrement dit, continue de racheter, et aussi longtemps qu'il le faudra, les titres de dette publique des États de la zone euro. En faisant cela, eh bien, elle écartera le risque d'une crise de la dette souveraine comme celle qu'on avait traversée après la crise financière en zone euro entre 2010 et 2012. Le problème, c'est que si la Banque centrale européenne fait cela et fait cela longtemps, eh bien, la politique monétaire ne servira plus qu'à cela. Et ça se fera, finalement, en sacrifiant tous les objectifs
de la Banque centrale européenne. Parce que si ces achats d'actifs restent massifs longtemps, alors on n'aura pas d'inflation. On n'aura pas d'inflation parce que ces achats d'actifs ne sont pas inflationnistes. Il faut monter le prix des actifs financiers, mais ils ne font pas du tout monter le prix des biens et services dans l'économie, précisément parce que ça ne fait pas circuler l'argent dans l'économie. Donc, avec un programme d'achat d'actifs maintenu très longtemps, il n'y aura pas d'inflation. Et par conséquent, eh bien, la Banque centrale européenne ne nous aidera pas à sortir de la déflation, elle ne remplira pas son objectif de stabilité monétaire. Comme les achats d'actifs ont peu d'effet d'entraînement sur l'économie, en dépit du fait qu'ils font baisser les taux d'intérêt à long terme, comme ils ont peu d'effet d'entraînement, eh bien, on n'aura pas non plus de prospérité. On n'aura pas de retour de la prospérité en zone euro. Et donc, la Banque centrale européenne, en faisant cela, ratera son objectif de stabilité économique. Et puis, comme les achats d'actifs, ça fait monter le prix des actifs financiers, eh bien, on aura un risque de plus en plus grand de bulles, d'éclatement de bulles et donc de crise financière. Ce qui veut dire que la Banque centrale européenne ratera, en plus de ces deux précédents objectifs, elle ratera aussi son objectif de stabilité financière. Et je crois que ceux qui aujourd'hui ont peur des propositions alternatives, telles que l'annulation de dettes, dont Nicolas va nous parler, telle que la monétisation des dépenses publiques, ferait bien de se soucier des conséquences de ce programme d'achat d'actifs maintenu aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que c'est précisément, si vous voulez, dans la poursuite de la stratégie actuelle que réside le plus grand risque de crise majeure de crédibilité pour la Banque centrale européenne. Je crois que c'est vraiment là qu'il y a un risque. C'est pas dans les solutions alternatives. Au contraire, ces solutions alternatives, elles sont absolument nécessaires pour les raisons que je viens de vous indiquer. Cette crise que nous sommes en train d'affronter, cette crise sanitaire, elle préfigure sans doute les crises de demain, qui seront peut-être d'autres crises sanitaires et surtout une crise climatique. Et on n'en sortira pas en restant dans le cadre actuel. Il faut des solutions, nouvelles pour cela, parce que le cadre, si vous voulez, le cadre dans lequel on est actuellement n'est pas du tout adapté à la situation actuelle. Alors, quelle solution alternative pour finir? J'ai 2 minutes encore? 2-3 minutes? Donc, quelle solution alternative? À minima, et je ne vais pas faire long sur cela parce que c'est Nicolas qui va nous en parler, à minima, ce qu'il faudrait, c'est annuler les dettes publiques que détient la Banque centrale européenne de façon à ce que le stock de dettes publiques n'augmente pas dangereusement avec les dettes nouvelles. Ça permettrait de neutraliser l'augmentation. Plus radicalement, même si je rejoins cette première proposition, mais ça me semble, si vous voulez, une proposition à minima. Plus radicalement, me semble-t-il, ce qu'il faudrait, mais ça prendra, évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué, ça prendra plus de temps, c'est monétiser les dépenses de gestion de la dette Covid. Et j'insiste sur le fait que ce que fait la Banque centrale européenne aujourd'hui, ce n'est pas de la monétisation. D'accord? Alors, bien sûr, si vous voulez, la Banque centrale européenne crée de la monnaie pour racheter les titres de dette publique sur le marché secondaire des obligations souveraines. Bien sûr qu'elle crée de la monnaie pour cela. Mais il faut bien comprendre que la Banque centrale européenne, ainsi, si vous voulez, devient créancière des États de la zone euro et que les États de la zone euro ont une dette à lui rembourser. D'accord, dans le schéma actuel. La monétisation, c'est quelque chose de différent. La monétisation, ça consiste en des transferts directs de monnaie centrale aux États sans contrepartie, sans remboursement. Et ce serait la meilleure façon, en fait, de combiner la politique monétaire de la BCE et la politique budgétaire des États de la zone euro, puisque la Banque centrale, si vous voulez, prendrait en charge les dépenses de gestion de la crise sanitaire. Alors, c'est interdit par le traité. D'accord ? Cette proposition est illégale, si vous voulez, par rapport au cadre actuel. Eh bien, changeons de traité.
D'accord? Il faut changer de traité. Le traité actuel est totalement dépassé. Pourquoi est-il dépassé? Parce que c'est au fond un traité qui a été conçu pour empêcher l'inflation. Dans des économies où, à l'époque, les banques et la finance étaient déjà importantes, mais n'avaient pas encore, si vous voulez, le poids démentiel qu'elles ont aujourd'hui et qui déforment totalement la circulation de l'argent. Les chevaux de bataille aujourd'hui ont changé. C'est contre la déflation qu'il faut lutter. Dans des économies qui sont ultra financiarisées et qui sont exposées à un risque de crise climatique, eh bien cette bataille, on ne la gagnera pas sans un changement de traité. Donc n'ayons pas peur des solutions qui paraissent illégales dans le cadre actuel, précisément parce qu'il faut sortir du cadre, il faut changer le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton intervention qui, je trouve, met beaucoup la question en perspective, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi politique. Et sur cette question, justement, plus politique, on va donner la parole à Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau, qui a un think tank qui porte dans le débat public cette question de l'annulation de la dette. Est-ce que vous pourriez expliquer l'annulation de quelle dette on parle, ce que signifie une annulation? Est-ce que c'est possible? Et comment le débat en fait autour de cette proposition se fait? Oui, tout à fait. Merci, merci Julien. Merci beaucoup aussi à Isabelle pour ce qu'elle a dit, parce qu'évidemment, on se retrouve sur de nombreux points. Il y a un point en particulier que je voudrais tout de suite relever, et Isabelle l'a très bien dit. On reproche parfois aux solutions alternatives qu'on propose de risquer une crise de confiance. Mais en fait, une crise de confiance dans la monnaie ou des solutions qui n'ont jamais été expérimentées. Mais en fait, comme l'a très bien dit Isabelle, c'est l'inaction qui va nous condamner, c'est l'inaction qui va faire perdre la valeur de l'économie, la valeur de la monnaie par l'effondrement de l'économie et par le fait qu'on n'arrivera pas à se sortir de la situation extrêmement difficile dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions innovantes. Alors, je vais répondre en deux temps à la question. D'abord, quelques mots sur le contexte et puis ensuite quelques mots sur les 4 scénarios que je vois pour ma part d'évolution de la dette publique et de la manière de la traiter surtout. Et bien sûr, dans ces 4 scénarios visant à traiter la dette publique, je vais m'attarder sur la question de l'annulation qu'on porte en effet fortement avec l'Institut Rousseau, mais pas que. Gaël Giraud en est le président de l'Institut Rousseau. Moi-même, on porte cette idée, mais on le fait avec Isabelle, avec Laurent Cialom, avec Alain Grandjean. C'est aussi une idée qu'on avait mis en avant dans le livre qu'on a récemment écrit avec Alain Grandjean qui s'appelle Une monnaie écologique, qui est paru en février dernier pour réformer la politique monétaire. Et ce livre proposait des solutions avant la crise sanitaire qui me semble aujourd'hui encore plus importante de mettre en avant après la crise sanitaire. Alors sur le contexte, je voudrais dire que depuis le mois de mars de cette année où on a eu la crise sanitaire, depuis le mois de mars, la Banque centrale européenne a créé pas loin de 1800 milliards d'euros et c'est un chiffre en progression constante. Les États ont levé beaucoup de dettes publiques. Pour la France, par exemple, le déficit de l'État est passé de 70 milliards d'euros l'an dernier à 248 milliards d'euros cette année, en 2020, pour lutter contre la crise en grande partie. Et très peu pour investir, hein, ça mérite d'être souligné. En fait, c'est surtout des dépenses de stabilisation et très peu des dépenses d'investissement. Donc, on a fait finalement ce que beaucoup d'entre nous recommandons depuis des années, c'est-à-dire investir massivement et augmenter la dette pour sauver l'économie. Et tout ce que la théorie néoclassique, tout ce que la théorie monétariste nous avait dit à ce sujet, à savoir que ça allait faire augmenter les taux d'intérêt, à savoir qu'il y aurait de l'inflation, à savoir qu'il y aurait une perte de confiance dans la monnaie et une pénurie de prêteurs, tout ça s'est révélé complètement faux et c'est l'inverse qu'on constate. L'inflation n'a jamais été aussi faible, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi faibles et à chaque fois qu'un État émet de la dette
publique, en particulier un État comme la France sur les marchés, il y a 4 fois ou 5 fois plus de demandeurs que d'offres de la part de l'État. Donc tout ce qu'a dit la théorie monétariste, la théorie classique sur la monnaie s'est écroulée et vraiment dans ce domaine monétaire, c'est un champ de ruines et il est temps de mener un effort. Alors nous, à l'Institut Rousseau, on porte l'idée d'une reconstruction écologique, mais reconstruction pourquoi? Parce qu'il faut à la fois que ça soit une reconstruction matérielle et de nos modes de production et de consommation, mais aussi parce que la reconstruction, c'est un objectif intellectuel, j'allais dire. La reconstruction, ça passe par la déconstruction de toutes les théories économiques qui nous ont conduits finalement dans cette situation et qui s'avèrent aujourd'hui fausses, tout simplement fausses parce qu'elles n'expliquent pas la réalité. Alors, je rejoins un grand nombre de propositions qui ont été déjà formulées par Jézabel. Bien sûr, il faut annuler les dettes à minima. Bien sûr que ça serait encore mieux d'aller vers la monétisation des dettes publiques, mais c'est interdit par les traités. Bien sûr qu'il faut une réforme de la politique monétaire qui nous permette de créer des liquidités, non pas pour irriguer les marchés financiers avec le filtre joué par les banques privées, mais directement l'économie réelle. Donc, il faut vraiment avoir cette réforme de la politique monétaire. Et plus largement, j'ai envie de dire que ce dont on a besoin aujourd'hui, vous savez, les modèles économiques nous ont longtemps expliqué que les ressources naturelles étaient illimitées et que par contre, les ressources financières, elles, étaient très limitées. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'on doit développer comme pensée. À mon avis, c'est ce qu'on recommande justement dans notre livre. Il faut que l'on prenne conscience que les ressources naturelles sont limitées, que les équilibres naturels sont fragiles, mais que les ressources financières et monétaires, si on le décide, si on le veut, elles peuvent être abondantes et elles peuvent servir l'intérêt général. Donc il faut ce vaste effort de reconstruction de la pensée économique, notamment en matière monétaire. Voilà. Alors, j'en viens maintenant aux 4 scénarios d'évolution de la dette, de la manière de penser la dette et de ce qui peut se passer. Alors, il y a 4 scénarios possibles. Le premier, c'est une politique d'austérité. Le deuxième, c'est un cantonnement, c'est aussi une politique d'austérité. Je vais expliquer pourquoi très brièvement, parce que je crois qu'Anne-Laure va y revenir également. Le troisième scénario, c'est de laisser filer la dette. Et le quatrième scénario, c'est d'investir des solutions innovantes, comme l'annulation des dettes publiques ou la monétisation. Bon, premier scénario, l'austérité, la réduction des dépenses publiques, c'est évidemment la pire des solutions. C'est pas comme ça qu'on pourra rembourser la dette. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'admet à peu près. C'est l'erreur qu'on avait fait suite à la crise de 2008 en Europe, parce que les Américains, pour le coup, et d'autres pays avaient été moins orthodoxes que nous. Voilà, nous, on l'a appliqué en Grèce, par exemple. Ça fait que la Grèce a aujourd'hui une dette publique plus élevée qu'au moment où la crise grecque s'est déclenchée. Donc, c'est une solution qui ne marche pas. C'est clair pour tout le monde aujourd'hui, je pense. Donc, je m'y attarde pas. La deuxième solution, c'est un peu inquiétant, c'est le cantonnement de la dette publique. C'est la solution qui semblerait aujourd'hui avoir les faveurs du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une caisse particulière, on crée un organisme financier particulier, on lui transfère les dettes publiques, une partie des dettes publiques, par exemple, issues de la crise, pas loin de 500 milliards d'euros à ce jour, parce que ça va augmenter, et on lui dit, on charge cet organisme financier de rembourser cette dette et de le faire grâce à des ressources qu'on lui fournit, notamment des impôts. C'est ce qu'on a fait avec la caisse d'amortissement de la dette sociale pour la CADES, avec la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale que l'on paye tous et qu'on continue de payer aujourd'hui, qui devait être un impôt temporaire et qui est devenu un impôt finalement permanent. Et donc, c'est une très mauvaise idée parce que, comme je l'ai dit, il faudrait trouver 500 milliards d'euros, cantonner 500 milliards d'euros, ce qui représente 7 fois le revenu, le produit
de l'impôt sur le revenu annuel. L'impôt sur le revenu, c'est à peu près 70 milliards d'euros. Donc, ça représente plus de 7 fois, 7 années d'intégralité de l'impôt sur le revenu. C'est juste absurde. On coulerait l'économie, on aurait des révoltes fiscales. Il ne faut pas faire cette solution du cantonnement de la dette que promeut le gouvernement. C'est pour moi une des pires solutions qui existerait. Il y aurait une autre solution qui serait de dire, c'est le troisième scénario, laissons filer la dette. Après tout, c'est pas grave. On emprunte aujourd'hui à taux négatif. Très bien, on s'en fiche. Donc, on peut laisser filer la dette. Pourquoi pas? Sauf que ça a plusieurs limites quand même. Déjà, il y a une limite institutionnelle. Il y a les traités européens qui nous interdisent, théoriquement, ils sont absurdes ces traités, mais pour l'instant, ils nous interdisent d'aller au-delà de 3% de déficit public et de 60% de dette publique. Donc, théoriquement, les États sont toujours poussés à faire de l'austérité. Donc, voilà, ça c'est une première limite. La deuxième limite, Isabelle en a dit un mot, c'est que si on veut que cette solution-là perdure dans le temps, il faut que la Banque centrale s'engage à ne jamais réduire son bilan et qu'elle s'engage à maintenir les taux d'intérêt le plus bas possible pendant le plus longtemps possible. Et ça, il n'y a personne, vu que la Banque centrale est indépendante, malheureusement, on pourrait ajouter, il n'y a personne qui peut lui imposer. Et donc, par définition, c'est une solution qui a ses risques. Et par ailleurs, la dette publique a toujours servi, laisser augmenter le ratio dette sur PIB, c'est toujours quelque chose qui a servi les ultralibéraux, les réformes néolibérales, pour imposer des coupes dans les dépenses publiques, pour dire regardez, on dépense trop, etc. Donc, il faut, à mon sens, trouver d'autres solutions. Et donc, j'en viens à la question de l'annulation des dettes. Aujourd'hui, on a la Banque centrale avec sa politique monétaire d'achat de titres de dette publique sur les marchés pour faire baisser les taux. Ça a très bien marché parce que ça a réussi à faire baisser les taux. Aujourd'hui, elle détient 2400 milliards d'euros de dette publique à l'échelle de l'Union européenne, dont 485 milliards d'euros pour la France, qui sont détenus par notre propre banque centrale, par la Banque de France, puisque ces achats d'actifs publics sont délocalisés aux banques centrales nationales. Notre idée, c'est de dire annulons cette partie-là, c'est-à-dire annulons la dette publique qui est détenue par les banques centrales, et en échange, les États s'engagent à investir les mêmes sommes qu'on leur aura annulées dans la transition écologique, dans la reconstruction sociale de nos hôpitaux, de notre système de santé. Quel serait le résultat ? Le résultat, ça serait finalement un plan d'investissement gratuit. Parce que avec l'annulation, vous avez dans un premier temps le ratio dette sur PIB qui diminue. Vous avez l'État, sa dette à rembourser qui diminue instantanément. Ensuite, l'État peut se réendetter auprès des marchés financiers dans le système actuel parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il ne peut pas le faire directement auprès de la Banque centrale comme Isabelle et moi le souhaiterions. Mais dans le système actuel, on ne peut pas le faire, donc il se réendette auprès des marchés financiers. Mais au final, sa dette n'a pas bougé vu qu'une partie a été annulée. Et donc, il y aurait un espèce de contrat, un contrat moral, un engagement moral entre l'État et la Banque centrale. La Banque centrale disant « je possède beaucoup de vos dettes publiques, je l'annule et en échange, vous réinvestissez ». Ça serait donc une opération neutre pour les finances publiques et absolument neutre pour les agents économiques. Ça ne spolierait personne, ni les épargnants, ni les banques, ni les compagnies d'assurance. Personne ne serait spolié par une telle décision, sauf la Banque centrale. Mais la Banque centrale s'en fiche puisque la Banque centrale est l'institution ultime qui crée la monnaie ultime, qui crée les liquidités.
Et ça a été démontré, enfin, je veux dire, c'est un fait absolument incontestable. D'ailleurs, Christine Lagarde a répondu elle-même récemment à une question, voilà, on lui demandait est-ce que la Banque centrale pourrait être un jour à court de monnaie. Elle a répondu non, jamais. La Banque centrale ne pourrait jamais être à court de monnaie. Alors, annuler la dette d'une institution qui ne peut jamais être à court de monnaie, c'est pas bien grave. Ça n'a aucune conséquence sur son bilan serait déséquilibré. C'est pas bien grave. Ça n'empêche pas du tout la Banque centrale de fonctionner, comme plusieurs rapports de la Banque des règlements internationaux l'ont confirmé, parce que en plus c'est une situation qui s'est déjà vue dans l'histoire. Alors voilà, donc on aurait cette solution qui nous permettrait d'investir massivement. On en a bien besoin quand on voit la faiblesse des plans d'investissement à ce jour, qui sont très loin d'être à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, non seulement pour compenser les pertes de la crise, mais surtout pour ensuite redémarrer l'économie sur un mode de reconstruction écologique comme j'en ai parlé. Par ailleurs, ça permettrait aussi d'écarter le spectre d'une hausse des impôts, à la fois pour les entreprises et pour les ménages, parce qu'on commence déjà à revoir ce spectre. Hein. J'en ai parlé à propos du cantonnement, l'idée qui revient, qu'il faudrait certainement à un moment augmenter les impôts. Alors on peut augmenter bien sûr les impôts des plus riches, ça je suis tout à fait pour. On avait même proposé à l'Institut Rousseau de rétablir un ISF écologique, mais ça c'est une question de justice sociale. C'est pas avec ça qu'on va vraiment financer la transition écologique, ça ne suffira pas. Donc il faut des solutions monétaires de bien plus grande ampleur que la fiscalité pour réussir à mener cette transition écologique. Voilà ce que je pouvais en dire. Bien évidemment, la question de la monétisation, moi aussi, je suis vraiment un partisan. On a même fait des propositions dans notre livre avec Alain Grandjean de création monétaire libre, c'est-à-dire sans endettement, qui serait soit au profit de l'État, soit au profit d'un fonds particulier qui viendrait financer la transition écologique. Je suis tout à fait pour. Ces solutions-là sont un peu plus difficiles à mettre en place dans le cadre actuel institutionnel de l'Union européenne. Alors que c'est assez marrant de constater que finalement, les rédacteurs du traité européen, qui ont bien pensé, dans une bonne optique monétariste et néolibérale, à interdire la monétisation des déficits publics, n'ont pas pensé à interdire l'annulation de dette. Et donc là, on a une faille, si vous voulez, du traité qui permettrait de s'y engouffrer et de faire une politique monétaire différente. Voilà. Donc pour conclure, on peut le faire juridiquement, c'est nécessaire économiquement, ça nous permettrait de sortir de cette crise qui promet d'être très dure et dont on commence à peine à voir tous les effets. Et par ailleurs, ça serait aussi une brèche un petit peu dans l'ordre néolibéral, parce que ça introduirait un coup de canif, si vous voulez, dans la logique financière néolibérale et monétariste qui veut qu'une dette soit toujours remboursée et que la monnaie ne puisse pas être mise au service de la société. Moi, je pense, comme le poète argentin Jorge Luis Borges, que la monnaie est un répertoire de futures possibilités, que la monnaie est un bien commun et que ce bien commun, il faut le remettre réellement au service de l'intérêt général et du peuple et non pas seulement au service des institutions financières. Voilà, merci, on y reviendra tout à l'heure. Merci Nicolas Dufresne. Donc jusque-là, on a eu des interventions relativement convergentes qui saluaient effectivement la politique mise en œuvre depuis la crise et renforcée pendant le Covid de la Banque centrale européenne pour baisser les taux, mais qui considèrent que la dette publique est insoutenable
à moyen et court terme et qui ont proposé des solutions sortant des clous pour résoudre ce problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi l'avis d'Anne-Laure Delatte qui n'a pas du tout cette lecture-là, et pourtant, je ne pense pas qu'on puisse vous qualifier d'une tenante de l'orthodoxie budgétaire et du remboursement de la dette, et c'est ça qui va être très intéressant. C'est ça qui va être très intéressant dans le débat. Je vous laisse la parole. Merci Julien, merci. Je suis ravie d'être là et je ne sais pas si je ne suis pas du tout d'accord, hein, pas du tout. On va voir, je vais essayer de vous exposer un peu les idées que j'ai, mais en tout cas, je suis d'autant plus ravie que pour passer un peu derrière la scène, on se connaît depuis très très longtemps avec Jézabel et qu'il se trouve qu'un 20 mars 2020, on s'est appelé et on a commencé à en parler en se disant que le 20 mars, vous voyez, on venait de commencer le confinement et toutes les deux, je me souviens, c'est un dimanche matin, Jézabel, tu dois t'en souvenir, on s'est dit la dette va poser un problème très rapidement. On peut pas, là, les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, très rapidement, on va tellement augmenter les dépenses publiques qu'on va avoir un problème de dette qui va se poser. On va se retrouver face à ce mur-là et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on en discute depuis très longtemps. Et j'ai même eu l'occasion de faire une table ronde avec Nicolas cet été, fin août. Donc voilà, on est en dialogue et je trouve ça super. Au-delà des amitiés que ça peut fonder, je crois que c'est important d'avoir un dialogue là-dessus, et sinon dialogue, délibération. Et c'est là qu'on est vraiment, à mon avis, dans le champ politique plutôt que le champ économique. En démocratie, il me semble que face à un problème de cette ampleur, il est important qu'on ait toutes les options, que les options puissent être délibérées, discutées, qu'on comprenne les enjeux, les implications, pour ensuite qu'une décision soit prise et qu'elle soit légitime. Et là, vraiment, c'est important de se dire qu'on ne peut pas faire consensus, on ne peut pas tout le temps faire consensus, c'est éminemment politique, on a tous des avis différents, enfin en tout cas, pardon, il y a une multiplicité d'avis politiques dans une société, il faut les respecter, et je me méfie, moi, de quiconque me dit c'est la solution. Il n'y a qu'une solution, c'est celle-là. Et je crois que c'est important, surtout là, sur les dettes, qu'on ait bien tous en tête qu'il n'y a pas de critères scientifiques pour prendre cette décision. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une solution absolument parfaite, enfin parfaite ou en tout cas optimale avec des critères scientifiques, et que c'est une décision politique et qu'il faut comprendre bien quelles sont les options qu'on a et quelles sont les implications de ces options. Voilà, c'est une introduction, mais qui me semble importante parce que, je vais y revenir, mais le gouvernement est en train de faire complètement l'impasse sur cette délibération. Et Nicolas vient de discuter de la solution du cantonnement. Le cantonnement, je vais y revenir, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en train de nous préparer le gouvernement, mais la loi organique sur le cantonnement, elle est prévue entre janvier et mars 2021, donc c'est-à-dire dans 1 mois et demi. En fait, on n'est pas en train de délibérer, hein, ça va être fait, ce cantonnement. Donc c'est important que, en tant que citoyen, on soit informé et qu'on ait les moyens de se mobiliser et de faire entendre notre voix. Même si aujourd'hui, ça a l'air d'être assez compliqué de faire entendre sa voix, mais voilà, on est là pour ça. Alors, avant de vous parler du cantonnement, moi, je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière, parce que l'histoire économique, c'est toujours très important et c'est toujours très utile, je veux dire, pour comprendre un peu les enjeux. Et en fait, l'épisode qu'on est en train de vivre, on l'a déjà vécu. C'est absolument pas exceptionnel, dans le sens, c'est pas unique, c'est un épisode exceptionnel, pardon, mais pas unique. Et en fait, des États souverains qui se trouvent face à un mur de la dette, on l'a vécu très, très souvent. J'allais vous dire plusieurs dizaines de fois. Donc, il y a toute une littérature économique qui revient là-dessus, Aiken Green étant un de ceux qui a bien travaillé là-dessus. Et vous avez peut-être en tête des épisodes du type sortir de la Seconde Guerre mondiale, où, juste pour qu'on comprenne bien les montants à ce moment-là, les pays avancés, en moyenne, avaient une dette qui représentait 140% du PIB. Donc, en fait, plus que la France aujourd'hui. Et donc, on se retrouve, alors ça, c'est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, fin du 19e, on a l'Angleterre, la France aussi, qui sont dans un état, et les États-Unis,
qui ont un niveau de dette publique très élevé. On a l'Argentine, Nicolas citait Borges, c'est quand même… moi, je trouve ça un peu dangereux de citer un Argentin quand on parle de monnaie, mais bon, ça, on pourra en parler après. Mais vous voyez bien que l'Argentine s'est retrouvée face à un mur de la dette qu'elle n'a pas pu rembourser. Et donc, qu'est-ce que nous enseignent ces épisodes historiques? C'est qu'en fait, il y a différentes options possibles et que ces options, finalement, elles vont être décidées et appliquées par un arbitrage politique. Et donc, parmi les options possibles, on n'est pas obligé d'avoir toujours de l'imagination pour inventer de nouvelles options, parce qu'en fait, il y en a pas mal et on peut tous en discuter. Parmi ce qui a été fait dans l'histoire, face à une dette qui représentait un stock qui représentait une proportion trop importante par rapport au flux de revenus, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu qui se pose. Il y a des États qui ont décidé de faire courir l'inflation, parce que si vous arrivez à faire de l'inflation, alors le montant de la dette à rembourser est de plus en plus petit. Il y a des États qui ont décidé de restructurer leur dette, donc c'est ça qu'on appelle en fait l'annulation de la dette, c'est la solution extrême de la restructuration. La restructuration, c'est juste changer un peu les conditions du contrat. Là, dans l'annulation, vous changez les conditions du contrat de façon extrême, vous dites je te rembourse plus. Alors que restructurer, ça peut être aussi je te rembourse, mais dans plus longtemps, et je te rembourse 90% de ce que je te devais, ou alors je te rembourse si mon PIB va bien. Voilà, on change les conditions. On peut aussi, comme on l'a fait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, imposer le patrimoine et se dire, en fait, c'était acceptable à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce que une partie de la société avait bénéficié des conditions de guerre et c'était absolument choquant moralement. Et donc, on a mis assez facilement un impôt sur le patrimoine qui a permis de rembourser ce stock de dette. On peut faire de la répression financière pour essayer de faire baisser au maximum les taux d'intérêt, parce que c'est ça, le point, c'est qu'à un moment, si vous avez un stock de dette trop important, si vos taux d'intérêt augmentent de façon importante, alors ça devient insoutenable. Donc, vous voyez, il y a vraiment un échantillon de solutions possibles, et c'est important qu'on en parle. Je note juste un point. Nicolas vient de nous parler de l'annulation de la dette auprès de la Banque centrale européenne. Autant on a plein d'exemples de restructuration de dette, voire d'annulation, mais encore une fois, restructuration et annulation, moi je le mets dans le même panier. On n'a jamais eu d'annulation ou de restructuration auprès d'une banque centrale. Ou alors, il faudra me le dire si ça a déjà existé, mais moi je ne l'ai pas trouvé dans les épisodes historiques et je pense qu'on pourra revenir peut-être dans les questions des raisons pour lesquelles on n'a pas ça. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais passer un petit peu de temps à expliquer un peu quels sont les enjeux, même si Isabelle l'a fait de façon extrêmement claire. Donc, je vais revenir vraiment de façon rapide, juste pour construire ensuite la solution du gouvernement. Alors, quel risque pose le montant actuel du stock de dette? Comme l'a dit Isabelle, le principal risque, c'est l'augmentation du taux d'emprunt qui rendrait la dette insoutenable. D'accord? Donc, aujourd'hui, on emprunte à un taux négatif jusqu'à une maturité de 10 ans, donc c'est absolument exceptionnel. Et donc, on peut se dire, finalement, si mon taux n'augmente pas, étant donné que même en empruntant à 30 ans, je suis sur des taux extrêmement bas, pour l'instant, j'emprunte gratuitement. Pourquoi j'emprunte gratuitement? Parce que s'il y a un truc qu'il faut vraiment essayer de comprendre et de combattre, c'est quand on vous dit une dette, ça se rembourse, et une dette, ça pèse sur les générations futures. Ça, c'est absolument pas vrai. Une dette, ça pose des problèmes de redistribution, mais absolument pas sur les générations futures. Pourquoi? L'État est le seul à pouvoir s'endetter de façon infinie sur un horizon infini, parce que l'État ne meurt pas. Et donc, en fait, je vais vous dire deux choses contradictoires. Je rembourse ma dette et je ne la rembourse pas. Pourquoi? Si je suis un État, je vais emprunter à Isabelle pour rembourser à Nicolas. Et donc, je vais rembourser Nicolas, donc je lui ai bien remboursé ma dette, mais je n'ai pas fait baisser le stock de la dette ou je n'ai pas remboursé le stock parce que
j'ai emprunté à Jezabel pour rembourser à Nicolas. Et c'est ce qu'on appelle rouler la dette. L'État est le seul à pouvoir faire ça. Et il ne faut pas du tout être choqué, tous les États le font, c'est parce qu'on est sur un horizon temporel infini et qu'on a tous besoin d'épargne. Et donc, Jezabel est bien contente de me prêter, moi, à l'État français parce qu'elle a de l'épargne à placer et qu'elle le place sur un actif extrêmement sûr. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que ça n'est plus possible? Que les taux d'intérêt français augmentent au point que rouler sa dette devient insoutenable parce que les taux d'intérêt, là, sont trop élevés et que ça m'oblige à dégager du revenu d'activité, c'est-à-dire à tirer des recettes fiscales qui vont étouffer effectivement ma croissance pour rembourser mes créanciers. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, le taux est extrêmement bas. Moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste et à me dire que le taux d'intérêt français, il est bas depuis l'introduction de l'euro, qu'il n'a jamais augmenté et qu'on n'est pas en Italie ni en Espagne, que ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire la différence de taux entre la France et l'Allemagne, ils sont aplatis depuis l'introduction de la zone euro. Donc, encore un second élément à combattre, la France n'est pas en danger de mort, comme on entend sur BFM régulièrement, ou Fillon qui nous dit à l'époque « je suis à la tête d'un État en faillite ». Absolument pas. Les créanciers prêtent à des taux très bas et depuis très longtemps, à la France, on est considéré comme un actif sûr. Bon. Alors, quelles sont les conditions qui pourraient changer, entraîner une augmentation du spread? Rapidement, c'est un changement de politique monétaire de la Banque centrale européenne, comme l'expliquait très bien Jezabel. La raison pour laquelle on emprunte tous à des taux très bas, c'est que la Banque centrale européenne, elle fait le prêteur en dernier ressort. En gros, elle se substitue là en ce moment au marché et elle achète. Autant elle a 20% du stock de la dette française, mais là, en flux, elle a acheté plus de la moitié de la dette française et de la dette allemande, de la dette italienne, etc., pendant la crise. Donc, forcément, vous avez beaucoup d'achats, du coup, le prix est élevé, le taux d'intérêt reste bas. Qu'est-ce qui pourrait faire que la politique monétaire de la Banque centrale européenne change de façon radicale? Une reprise de l'inflation? Moi, j'y crois pas. Pas du tout. Et je ne suis évidemment pas la seule à ne pas croire à ça. Il y a plutôt un problème de déflation et de stagnation séculaire. Pas le temps d'y revenir, mais il y a toute une littérature économique là-dessus. Une pression des épargnants allemands pour recouvrir un rendement sur leur épargne. Et souvenez-vous ce qui s'est passé avec la cour de Karlsruhe en 2020, en mai, où on a tous eu peur que, en effet, la Cour constitutionnelle allemande oblige l'Allemagne oblige la Banque centrale européenne à abandonner ses achats d'actifs. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet. Il se trouve que, de façon extrêmement diplomatique et assez discrète, l'Allemagne a très bien géré ça et finalement, l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande n'a pas entraîné d'implication. On peut rentrer dans des rapports de force avec les gouvernements européens et il se peut que il y a des gens qui disent ça, que si un gouvernement qui ne plaît pas, qui est trop... on va prendre l'exemple d'un gouvernement extrémiste qui prendrait la tête d'un gouvernement en Italie ou autre, et la Banque centrale européenne rentrerait en conflit en fait avec ce gouvernement et n'aurait pas du tout envie de l'aider en achetant ses actifs. C'est quand même assez compliqué. On pourrait avoir des règles sur le collatéral qui pourraient bouger. Bon, donc on peut effectivement, qu'est-ce que ça nous fait toucher? Ça nous fait toucher qu'on est assez vulnérable vis-à-vis de cette Banque centrale européenne. En fait, on dépend beaucoup de la BCE et la BCE, elle n'est pas élue. Hein, c'est vraiment c'est pas du tout un objet démocratique. C'est un objet qui est fondamental dans le fonctionnement de nos économies, mais qui n'est pas démocratique. Et le deuxième, moi, je pense que le deuxième élément qu'il faut avoir en tête et pourquoi les spreads pourraient augmenter d'un coup, c'est un nouvel événement extrême qui entraînerait une nouvelle augmentation brutale de la dette. Et là, moi, j'y crois beaucoup plus. Comme le disait Jezabel tout à l'heure, le risque d'occurrence de crise extrême du type sanitaire, mais surtout climatique, il est élevé. On n'est plus dans des événements extrêmes. Donc, il faut préparer la prochaine crise. On est aujourd'hui à 120%. On peut très bien se retrouver à 140 dans 3 ans si on a de nouveau un événement extrême de cette ampleur. Donc,
Donc, pourquoi pas réfléchir à rembourser une partie de la dette, enfin, pardon, pourquoi pas rembourser, pourquoi pas réfléchir à adresser ce problème de dette aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui vous disent, bah non, en fait, moi ça va, les taux sont très bas, il va y avoir un peu de croissance, et donc, de toute façon, les taux sont très bas. Ah, voilà, les seules raisons pour lesquelles je pense que on peut être inquiet, mais moi je ne suis pas fondamentalement très inquiète sur le montant de la dette, mais on peut être inquiet, c'est de se dire, si vraiment il y a un événement extrême qui réapparaît dans 3-4 ans, là on va se retrouver avec des montants de dette très plus insoutenables. Est-ce qu'il me reste 3 minutes, Julien? Ouais. Je vais vous parler de ce que nous prépare le gouvernement. Parce qu'il me semble que c'est essentiel, parce que là, on n'est pas en train de se dire ce serait une bonne solution, tiens, il faudrait qu'on en discute. Non, non. En fait, ça n'est pas passé à la loi, ça n'est pas passé pendant le plan, la loi budgétaire fin septembre, tout simplement parce que ce qu'on est en train de préparer a de telles implications dans le long terme qu'on est obligé de le faire passer par une loi organique. Une loi organique, c'est quelque chose qui engage le gouvernement au-delà de la période budgétaire d'un an. Et donc, je pense que ça nous fait toucher du doigt, citoyens, qu'on est en train de préparer quelque chose qui est extrêmement engageant, en fait, pour l'avenir. Et Nicolas vient de nous parler du cantonnement, mais moi, je fais le pari que sur tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je ne suis pas sûre que la majorité ait déjà entendu parler de cantonnement. Mais là, ça va être fait, ça va être signé. Il y a une commission qui s'appelle la Commission des dépenses publiques qui vient d'être créée mercredi dernier, qui a mis plein de hauts fonctionnaires et d'économistes plutôt proches du patronat dans sa commission, et on va discuter de cette solution de cantonnement. Donc voilà, j'insiste pour dire que là, c'est concret et qu'il faut essayer de s'informer de ce qui est en train d'être fait. Alors, qu'est-ce que c'est le cantonnement? Nicolas l'a expliqué, le cantonnement, ça consiste à transférer un montant de dette d'un État vers une caisse d'amortissement. Cette caisse d'amortissement, elle émet alors une nouvelle dette à son passif qui devient amortissable et elle perçoit une ressource propre à son actif. D'accord? Donc, elle va percevoir une ressource propre. Nicolas nous parlait de la CADES et de la CRDS. La CRDS, ça a été inventé pour ça. C'est un impôt qui a permis de rembourser la dette sociale. Autrement dit, la Caisse a pour objectif d'assurer le remboursement progressif de cette dette. L'opération, c'est le premier point, change donc la nature de la dette publique, qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a la particularité de pouvoir être roulée indéfiniment. Donc, je vous disais que l'horizon temporel est infini pour un État souverain, et donc il n'a pas à rembourser le stock de dette. Or là, en cantonnant la dette Covid, le gouvernement s'engage au contraire à rembourser ses créanciers dans une maturité c'est une modalité qui va être discutée pendant cette loi, et moi j'ai entendu 20 ans, 20 ans c'est extrêmement court, en espérant ainsi baisser le stock de dette. Dès lors, c'est un choix politique engageant qui pose plusieurs questions. La première question étant, est-ce qu'on se met d'accord sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans, sur 100 ans? Déjà, cette histoire de maturité, elle va vous mettre plus ou moins de pression sur les ressources à tirer. Ensuite, deuxième élément, ce que nous dit le gouvernement, le ministre des Finances, depuis le début, nous dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ah bon, d'accord, alors on va rembourser un stock de dette, mais sans augmentation d'impôts. Déjà, ce n'est pas vrai. Il s'est trouvé qu'on a fait un transfert de la dette sociale à la CADES. La dette sociale qui est liée, on parlait de la CADES, là, c'était dans les années 90, mais cet été, le 20 juillet, il me semble, on a transféré 135 milliards d'euros de dette Covid liée au déficit de la sécurité sociale dans la CADES. Et c'est là qu'on a décidé de ne pas arrêter la CRDS, cet impôt qui devait être arrêté en 2023. On l'a prolongé jusqu'en 2033. Donc, en fait, le remboursement de la dette Covid, il pèse déjà sur les ménages. Alors, c'est hyper intelligent dans la communication politique, parce qu'on vous dit, ben non, on n'a pas créé d'impôt. Ben non, mais on devait l'annuler, et en fait, on ne l'a pas annulé, on le prolonge. Donc, moi, effectivement, on n'a pas créé d'impôt. En revanche, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le remboursement de la dette Covid, il pèse déjà sur les ménages via le prolongement de la CRDS.
Alors, si le ministre des Finances me dit « je n'augmente pas des impôts », alors là, je me range tout à fait du côté de ce que nous disait Jésabel tout à l'heure, et ce que nous disent tous les politistes, par exemple Benjamin Lemoyne, qui s'intéresse à la dette publique, ou Michaël Zemmour, qui s'intéresse à la dette sociale. Ce qui montre bien dans leurs travaux, c'est que si vous avez un gros stock de dette publique et que vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, bah, ça veut dire qu'en fait, vous mettez la pression sur les dépenses. Et donc, c'est une façon, effectivement, très idéologique, c'est un choix politique de mettre la pression sur des dépenses, sur les dépenses publiques. Donc, en gros, quand on me dit « je vais rembourser une dette », je la mets à part, je rembourse cette dette et je n'augmente pas les impôts, là, il faut comprendre dans le cadre de la délibération quelle est l'implication. L'implication, elle est effectivement qu'on va mettre la pression sur les dépenses publiques à un moment où on n'en a jamais eu autant besoin, puisqu'on va devoir faire face à une série de défis qui ont été très bien décrits dans la première partie, écologiques, mais aussi migratoires, probablement sanitaires et pandémiques de nouveau, bon, etc. Donc, on est en train d'organiser un cantonnement qui va mettre la pression sur la dépense publique si on ne parle pas d'impôts. Donc, je vais finir là-dessus. Je prends 30 secondes pour vous dire que moi, je ne suis pas… En fait, je pense que le cantonnement, c'est une des solutions qui peut être envisagée, mais alors, à ce moment-là, c'est l'occasion d'un audit social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a des inégalités qui sont le fruit de ce système économique qui a permis à des très riches et à des multinationales d'accumuler des bénéfices et du patrimoine depuis 40 ans. Il y a des individus, des secteurs qui ont extrêmement bénéficié et qui se sont enrichis en fait pendant la crise Covid. Et là, les chiffres de l'INSEE vous montrent qu'il y a une énorme hétérogénéité entre les firmes et la plupart des firmes a perdu, des entreprises ont perdu, mais il y a une petite partie des entreprises qui ont gagné. Et comme le disait Jésabel tout à l'heure, la politique monétaire, elle augmente le prix des actifs. Et je peux vous dire que si vous aviez un portefeuille risqué, donc là, il faut avoir beaucoup d'argent, mais si vous aviez un portefeuille risqué, votre portefeuille, vous êtes enrichi, votre patrimoine s'est élevé, a augmenté via l'augmentation du prix des titres au cours de la crise Covid. Tout ça pour vous dire que, très bien, alors, cantonnons de cette dette, mais créons un impôt, et créons un impôt juste, plusieurs impôts justes qui permettent de réduire ou de corriger les inégalités qui sont le fruit de ce système économique que Nicolas dénonçait tout à l'heure. Donc, en conclusion, je vous ai, il me semble, donné mon avis, mais ce n'est pas un avis scientifique. C'est-à-dire que là, je ne parle pas du haut de mon poste d'économiste. Là, je vous parle, j'ai regardé effectivement ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui s'est passé dans les solutions politiques qu'on a pu prendre. Mais quand je vous dis, moi, je pense qu'il est important, je pense qu'une solution qui serait intéressante, c'est de faire un impôt pour rembourser cette dette. Vous voyez bien que j'exprime une préférence politique. Et donc, je ne vous affirme pas que c'est la bonne solution. Je vous affirme que j'affirme que c'est une solution qui pourrait avoir des implications qui, moi, m'intéressent dans le contrat social actuel. Merci beaucoup, Jésabel, pour cette intervention qui répond très bien à la question face au mur de la dette. Là, c'est Anne-Laure, hein. C'est Anne-Laure qui a parlé. C'est Anne-Laure. Ah, désolé. Non, mais on a bien compris. On a bien compris. Donc, va-t-on vers l'austérité? La réponse est très, très franche. Enfin, vu les réponses que le gouvernement a déployées pour gérer cette dette, et aussi, merci pour toucher à cette question de la fiscalité, plus précisément de la progressivité de la fiscalité, au-delà de la seule question du taux de prélèvement obligatoire, qui souvent monopolise le débat public, de manière peut-être un petit peu contre-productive. Je propose de prendre, il nous reste un quart d'heure, donc je propose de prendre très rapidement un petit peu plus de 5 minutes pour un temps de débat et de réaction, et ensuite répondre aux questions du public. Peut-être Isabelle. Tu nous invites à réagir, c'est ça? Je veux bien réagir au cantonnement. Comme disait Anne-Laure, il n'y a pas
il n'y a sans doute pas une seule solution, d'accord? Il faut examiner les différentes solutions. Cela étant, je crois que Nicolas tout à l'heure a tiré l'attention sur le problème que peut poser le cantonnement, c'est que si on cantonne la dette Covid, il va falloir ensuite trouver une ressource propre pour la caisse dans laquelle on va cantonner cette dette. Et alors, certes, on peut voir cette création de ressources propres comme l'occasion ensuite d'avoir un débat sur la fiscalité. Et c'est un peu comme ça, je crois, que Anne-Laure voit les choses. Donc, ça permettrait d'ouvrir le débat fiscal. Mais il me semble, si vous voulez, qu'il y a quand même un sacré risque, en fait, à s'engager un peu naïvement dans cette solution-là, parce que ce n'est pas un petit impôt. Hein. Quand Anne-Laure nous dit profitons-en pour créer un impôt juste, un impôt plus juste, si on va vers la solution du cantonnement, ce n'est pas un petit impôt qu'il va falloir créer quand même, hein, si on cantonne la dette Covid. C'est la raison pour laquelle l'annulation des dettes détenues par la Banque centrale européenne, ça semble être une solution quand même moins douloureuse. Parce que dans le cas de l'annulation de dettes, c'est la Banque centrale européenne qui prend la perte. C'est la Banque centrale européenne qui assume le coût de l'opération. Bien sûr que ce n'est pas une opération sans coût. Bien sûr que ça coûte à quelqu'un. Mais en l'occurrence, ça coûte pas aux contribuables, ça coûte à la Banque centrale. Et la Banque centrale est l'institution la mieux placée, en fait, pour absorber cette perte que représenterait l'annulation de dette. Quand on fait cette proposition, il faut que ce soit clair pour tout le monde, on n'est pas en train de dire qu'il faut annuler des dettes que détiennent des créanciers privés. D'accord ? Ça aurait un effet déstabilisant, sans doute incontrôlable. Donc, il s'agit bien d'annuler les dettes souveraines que la Banque centrale européenne détient. Pourquoi est-ce qu'une banque centrale peut le faire ? Parce qu'une banque centrale a un pouvoir extraordinaire de politique monétaire, de création monétaire, pardon, d'accord ? Un pouvoir extraordinaire de création monétaire qui va bien au-delà, en fait, de celui des banques commerciales. La Banque centrale crée de la monnaie centrale selon un mécanisme identique à celui des banques quand elle crée la monnaie. C'est-à-dire que quand la Banque centrale fait un prêt à des banques ou achète des titres sur les marchés, elle crée de la monnaie à partir de rien. C'est de la monnaie centrale. Aujourd'hui, cette monnaie centrale, elle ne circule, d'accord, que dans la sphère bancaire et financière. Bon, eh bien, on a, si vous voulez, d'un côté, en fait, une proposition d'annulation de dette où la Banque centrale pourrait, sans dommage pour elle, annuler ses dettes à son actif, précisément parce qu'en fait, la Banque centrale n'a de dette vis-à-vis de qui ? Eh bien, elle n'a de dette que vis-à-vis d'elle-même, au fond, puisque à son passif, qu'est-ce qu'il y a ? À son passif, il y a les réserves des banques commerciales, d'accord ? En monnaie centrale. Qui crée la monnaie centrale ? La Banque centrale. Donc, en fait, s'il y a une perte à assumer, cette perte il est toujours possible de combler cette perte en monnaie centrale. Bien sûr, si la Banque centrale annule les dettes publiques qu'elle détient sur les États, eh bien, elle prendra cette perte et donc ça réduira considérablement ses fonds propres. Ces fonds propres deviendront même négatifs. Est-ce que ça l'empêchera de fonctionner ? Est-ce que ça l'empêchera justement de rembourser ce qu'elle doit aux banques, d'accord ? Est-ce que ça l'empêchera de payer, si vous voulez, est-ce que ça empêchera les banques de récupérer les réserves qu'elles ont à la Banque centrale, pour le dire plus clairement ? Non, absolument pas, parce que la Banque centrale peut toujours créer de la monnaie centrale pour rembourser ce qu'elle doit en monnaie centrale. Donc ce n'est pas un problème pour la Banque centrale, cette annulation de dette. Alors souvent on nous rétorque que oui, mais les banques centrales sont détenues par les États. Alors dans la zone euro, c'est un peu plus particulier parce que la Banque centrale européenne est détenue par les banques centrales nationales, qui pour la plupart sont détenues par les États. Et on nous dit bien, en fait, comme la Banque centrale, in fine, appartient aux États, c'est la même chose, en fait. La dette de la Banque centrale, ce serait la dette des États. Mais non, ça n'a strictement rien à voir. Ce compte consolidé, c'est une pure création de l'esprit. Ça va bien dans certains modèles macro, mais ça n'existe pas comme ça dans la vraie vie. Donc, il n'y a pas de compte consolidé entre la Banque centrale et les États. La dette des États n'inclut pas celle
de la Banque centrale. Donc c'est une solution qui serait, à mon sens, supérieure à celle du cantonnement. Encore une fois, je pense que la meilleure des solutions, ce serait la monétisation. On l'a dit tout à l'heure, la monétisation, ça empêche vraiment, enfin ça oblige vraiment à sortir du cadre, d'accord? Donc, on se doute bien, si vous voulez, que ça ne se fera pas demain, d'accord? Donc, il y a tout un éventail de solutions, des solutions finalement les moins des solutions à minima, des solutions plus radicales. Je ne suis pas sûre que le cantonnement dans les solutions de cet éventail soit la meilleure des solutions, j'en doute beaucoup. Je veux bien rajouter un mot si c'est possible, Julien. Juste dire, moi, je ne suis pas pour le cantonnement. Hein. Enfin, je veux dire, je veux que ça soit clair, qu'on ne me mette pas dans le... Ok, non, mais c'est juste que Nicolas, que tu dises pas, moi non plus, je suis contre le cantonnement parce que je ne suis pas pour le cantonnement. Hein. J'espère que vous avez compris. Non, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, tu alertes à juste titre, Anne-Laure, sur ce qui est en train, en effet, de se passer, sur cette commission qui a été mise en place et, en effet, dont on ne peut attendre que cette solution, dont la réflexion est finalement déjà bornée à l'avance parce que le gouvernement a déjà dit il y aura deux solutions, le cantonnement et la baisse des dépenses publiques. Ça, tu l'as expliqué et je te rejoins parfaitement. Moi, je voudrais rebondir sur quelques points. Alors, premièrement, la solution de l'annulation des dettes, c'est une solution pertinente, mais ce n'est pas la seule. Et on n'a jamais prétendu, ni Jézabel ni moi, que c'était la seule solution. Bien sûr, il faut étudier à côté de ça la question de la monétisation, la taxe sur les transactions financières, du protectionnisme solidaire aux frontières de l'Europe, une meilleure utilisation du budget, une meilleure utilisation des banques publiques d'investissement, c'est ce dont on parle aussi dans le livre. Bref, il y a une batterie de solutions, mais là, le débat était sur la dette, donc on met celle-ci particulièrement en avant. Et moi, je remarque quand même quelque chose d'assez parlant, finalement, c'est que ce que prévoit aujourd'hui pour la France la montée, la crise de la dette, ça va se traduire en 2020 par au moins 500 milliards d'euros d'endettement supplémentaire, c'est-à-dire une augmentation de 20% de la dette publique. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le montant que détient la Banque centrale aujourd'hui dans ses livres. C'est 485 milliards d'euros. Ça veut dire que finalement, par l'annulation de la dette qui est détenue par la Banque centrale, eh bien, on pourrait neutraliser finalement cette augmentation de la dette publique générée par la crise, et ça nous permettrait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi, ça nous permettrait aussi de faire des plans de relance plus importants, comme je l'ai dit, mais aussi d'assumer le fait qu'il va falloir annuler des dettes de beaucoup d'acteurs privés dont on voit aujourd'hui, des petits commerçants, des petites entreprises, dont on voit aujourd'hui qu'ils ne pourront pas les rembourser. Ils ont fait des pertes telles qu'ils ne pourront pas les rembourser. Les fameux prêts garantis par l'État, 120 milliards d'euros à ce jour, il y en a une grande partie qui va passer par pertes et profits. Parce que on va pas poursuivre les gens, les mettre à la rue comme avaient fait les Américains au moment de la crise des subprimes, parce qu'ils ne pourront pas rembourser leurs dettes avec une crise économique pour laquelle ils n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. Donc c'est vraiment ça qui doit nous pousser à utiliser des solutions plus innovantes. Je réponds aussi très rapidement sur deux points que Anne-Laure a évoqués, notamment dans son intervention, mais qui ont été aussi évoqués, j'ai vu, dans les questions. Qu'est-ce qui nous empêcherait, j'y reviens, de faire rouler la dette? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui demandent. Bon. Il y a un problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Pour l'instant, il est suspendu, mais il n'en reste pas moins valide. Et donc, il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'une réglementation. Alors, soit on dit
il faut que les États européens ne respectent pas cette réglementation. Mais alors, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi on nous dit que l'annulation des dettes publiques ou la monétisation serait interdite par les traités, vu que, voilà, donc, à un moment, il faut être cohérent, si vous voulez. Soit on dit que il faut respecter le pacte de stabilité et donc réduire la dette publique jusqu'à 60% du PIB, soit on dit qu'il ne faut pas le faire, mais dans ce cas-là, on se place dans l'illégalité par rapport à ce que disent aujourd'hui les traités européens, et je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-là, on ne ferait pas de la monétisation ou de l'annulation, qui serait de bien meilleures solutions pour toutes les raisons qu'a expliqué Jézabel. Deuxièmement, Anne-Laure nous disait ça n'a jamais été fait. Voilà. Anne-Laure, on pourra en reparler, mais en fait, si, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait de manière parfois directe et souvent de manière beaucoup plus indirecte. Par exemple, on va sortir à l'Institut Rousseau au mois de décembre une note très intéressante sur le système financier chinois et sur la manière dont la Banque centrale chinoise a surmonté la crise asiatique de 98, elle a fait exactement ça. Elle a financé des fonds qui ont racheté les dettes des banques publiques chinoises, des 4 premières banques du pays, et les a annulées. Et les a tout simplement annulées parce qu'elles étaient remplies de créances pourries. Et aujourd'hui, ces 4 banques publiques chinoises qui ont bénéficié de l'annulation de dettes, c'est simple, c'est les 4 premières banques du monde, bien plus grandes que la Société Générale, bien plus grandes que les autres. Et les Américains sont aussi en train de le faire. Pour pas qu'on me dise que je suis un affreux, je sais pas, partisan du Parti communiste chinois, les Américains sont en train de faire exactement la même chose. La Fed a financé et finance aujourd'hui des fonds particuliers et ces fonds viennent racheter la dette de l'État, mais surtout des collectivités territoriales américaines, des États fédérés, des comtés, et quand ces comtés n'arrivent pas à rembourser, annulent la dette avec le soutien des fonds de la Réserve fédérale. Donc c'est une méthode indirecte, mais ça se fait. Ça se fait et de plus en plus de gens appellent à le faire. Par exemple, Hubert Rodari, qui est le président de l'Association française des investisseurs institutionnels, il a bien compris tout l'intérêt qu'il y aurait dans cette solution. Il a écrit aussi sur ce thème et son constat, c'est de dire finalement, si on annule la dette détenue par la Banque centrale, mais qu'en échange, les États doivent se réendetter pour investir et pour relancer l'économie, auprès de qui ils vont se réendetter, vu qu'on ne peut pas se réendetter auprès de la Banque centrale? Ils vont se réendetter auprès des investisseurs financiers. Donc même pour eux, ça serait une bonne opération. Ça serait surtout une bonne opération parce que ça servirait l'intérêt général. Avant tout, c'est bien sûr ça qu'il faut avoir en tête. Mais même pour le secteur privé, ça pourrait être au passage une bonne opération. Donc c'est pour ça que de plus en plus de gens le comprennent et je ne doute pas que progressivement on va y arriver. Voilà. Julien, je peux juste vraiment, ce que vient d'expliquer Nicolas, en Chine, il me semble qu'il y a quand même une grosse confusion parce qu'à ce moment-là, je peux t'en sortir 50 des épisodes comme ça. Au Japon, ça s'est fait aussi dans les années 80 et ça s'appelle de la recapitalisation de banques privées par la Banque centrale européenne, par la Banque centrale. Donc, il me semble qu'il ne faut pas confondre tous les épisodes. Il n'y a pas de différence, c'est exactement. Non, mais voilà. Non, si, il y en a une. Mais je pense que ce n'est pas le moment d'en discuter. Mais ça m'ennuie de te laisser dire que c'est la même chose. Voilà, je pense que ça n'est pas du tout la même chose. Exactement. Je maintiens que ça revient exactement au même. D'accord, très bien. Ok, à ce moment-là, on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Bon, merci beaucoup pour ces réactions. Très, très rapidement, je vais prendre, avec le temps qui reste, quelques questions. Il y a beaucoup de questions, en fait, qui tournent autour d'aller au bout de la logique que proposent Jézabel et Nicolas Dufresne. Si on monétise les dépenses publiques ou si on annule la dette, on va jusqu'où? Et il y a énormément de questions comme ça. Qu'est-ce qui pousserait les États à emprunter en fait auprès de créanciers privés? Comment on fixe institutionnellement le montant de dette annulée, le montant de dépenses publiques monétisées? Oui, c'est un point clé. C'est un point clé. Il est clair que ce n'est pas, bien entendu, aux États tout seuls de décider de la part des dépenses à monétiser.
Ce n'est pas non plus d'ailleurs à la Banque centrale européenne hein, d'en décider. En fait, ça impliquerait vraiment de créer, je dirais, une structure institutionnelle adaptée permettant de rassembler la Banque centrale, les États, la Commission européenne, bien sûr, peut-être aussi des représentants de la société civile, des parlementaires, pour fixer collectivement les dépenses dont on estime qu'elles sont suffisamment importantes, indispensables collectivement pour qu'elles puissent faire l'objet de cette monétisation. Et je pense que la logique, en fait, pourrait être exactement la même en ce qui concerne le financement des dépenses d'investissement dans la transition écologique. On pourrait faire exactement la même chose, c'est-à-dire définir collectivement une part de ces dépenses prises en charge par la Banque centrale européenne, sans contrepartie, sans remboursement. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de le faire systématiquement pour n'importe quoi. Il s'agit de déterminer cela collectivement, de la manière la plus démocratique possible, pour pouvoir financer ces dépenses qui sont absolument indispensables à la collectivité. Il me semble que les dépenses dont on a besoin pour gérer la crise sanitaire, eh bien, ça en fait partie, et les dépenses que l'on aura besoin de réaliser pour éviter une crise climatique, ça en fait partie aussi. Donc, on pourrait appliquer cette logique-là. Juste rebondir. Oui, Nicolas. Oui, non, pour pas qu'il y ait un malentendu entre Anne-Laure et moi, parce qu'en fait, je pense qu'on doit dire à peu près la même chose. Enfin, je l'espère. C'est-à-dire que quand vous avez des banques privées qui font faillite, ou qui sont sur le point de faire faillite, vous avez des opérations de recapitalisation. Le plus souvent, c'est les États qui injectent. C'est ce qui s'est passé en Europe en 2008. Donc, c'est les États qui viennent au secours des banques, ils nationalisent ces banques, ils investissent de l'argent dans ces banques pour éponger leurs pertes. Mais ça, quand c'est les États qui le font, et c'est le cas la plupart du temps, ça pèse sur les contribuables parce que c'est bien de la dette publique classique. Quand c'est une banque centrale qui le fait, c'est-à-dire quand c'est une banque centrale, comme ça s'est fait en Chine ou aux États-Unis, qui vient directement capitaliser des fonds pour éponger des pertes, eh bien, elle le fait grâce à sa création monétaire. Donc, c'est bien qu'elle utilise son pouvoir de création monétaire pour indirectement, à travers un fonds, éponger des pertes. Ce qui revient finalement à peu près à la même chose qu'une annulation de dette, même si c'est indirect. Ben voilà, je ne sais pas si on est d'accord avec ça, Anne-Laure, mais voilà. Non, mais je vais choisir de pas. Non, on n'est pas d'accord parce qu'en fait, je pense que tu fais une confusion entre. Alors, je vais le dire en une phrase. À ce moment-là, quand la Banque centrale européenne va racheter de la dette publique française ou allemande ou espagnole, c'est la même chose. Et on n'a pas parlé d'annulation. Mais attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on peut. Je voudrais, parce que là, on n'est pas dans un débat, enfin, il me semble qu'on n'est pas dans un séminaire académique où on va discuter des enjeux techniques et l'audience ne sera pas complètement à même de juger qui a raison et qui a tort. Et finalement, on va, à mon avis, on va argumenter sur des choses qui sont extrêmement techniques et qui ne font pas, justement, qui ne sont pas de l'ordre de l'audience d'aujourd'hui, parce que on veut être, il me semble, je crois que l'objectif, c'est pas de se dire c'est possible, c'est pas possible, et d'utiliser des arguments que même nous, on a du mal à comprendre, parce que je crois que c'est important quand même. En fait, c'est assez compliqué, la politique monétaire et toutes les implications monétaires, donc voilà. Alors, je voudrais juste, moi, répondre. Pour moi, l'argument, on a plusieurs options face à nous, et il y a des implications dans ce que vous proposez qui, à mon avis, sont importantes, et elles vont au-delà de est-ce que la Chine et le Japon, c'est vraiment de l'annulation ou pas. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est une des implications, c'est que
Si ça marche une fois, ça ne marchera pas 2 fois. Malheureusement, je ne vous parle pas de la monétisation et de la monnaie hélicoptère, là, hein, qui sont vraiment quelque chose de différent et sur lequel on pourrait effectivement discuter. Ça permettrait beaucoup plus de redistribution. Et je crois qu'on a un problème de redistribution dans notre société. C'est pour ça que moi, ma solution, elle est budgétaire parce qu'il me semble que la redistribution se fait essentiellement de façon budgétaire. C'est ce que nous disait Julien. Au lieu de parler d'impôts, il faut parler de la progressivité de l'impôt. Donc voilà, moi, c'est ça. Et fondamentalement, ce problème d'inégalité dans la société, il ne pose pas seulement un problème moral, il pose un problème de demande agrégée. C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'inflation et pour laquelle on n'arrive pas à se sortir de ce trap de croissance très basse. Donc, effectivement, monnaie hélicoptère, tout ce qui peut corriger la redistribution, je suis d'accord. Maintenant, l'annulation, je suis d'accord, je suis plus convaincue. L'annulation, ça marchera une fois, ça ne marchera pas 2. Et ça, je crois que c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que là, vous entamez, disons qu'on le fait une fois, très bien. Mais alors, et qu'on arrive à convaincre que c'est juste que c'était absolument exceptionnel et que on le refera pas. Pourquoi il faut qu'on convainque qu'on le refera pas? Parce que sinon, la Banque centrale, ça devient la Banque centrale argentine. Ça devient une banque centrale qui a plus de crédibilité en réalité, puisque elle peut pas émettre. Si elle émet de l'argent comme ça, mais qu'on sait qu'à un moment cet argent il va être éliminé dans l'économie et qu'il y aura plus de, à ce moment-là, on perd toute la crédibilité qu'on a essayé de construire. Mais ça laisse qui? Ça laisse qui? Ça laisse personne. Ça laisse personne et ça ne justement. Parce que, non, si tu peux me laisser finir. C'est une destruction de monnaie. Non, mais si tu peux me laisser finir, tu le fais une fois. On va faire un ordre et après on va devoir conclure. Ouais, ok. Enfin, non, mais moi je veux bien, tu le fais une fois, mais tu ne pourras pas le faire 2 fois. Okay. La deuxième fois, on sera passé en mode Argentine et on n'aura plus du tout l'euro-fort qu'on a aujourd'hui. Mais la formule est sympathique, mais il faut nous expliquer pourquoi. Tu vois, dans la mesure où ça ne laisse personne, où la perte est prise par la Banque centrale, je vois vraiment pas, si tu veux, où est le. Mais parce que la prochaine fois que la Banque centrale européenne émettra de l'argent pour racheter la dette française, ça ne fera pas baisser les taux d'intérêt de la dette française. Ça ne fera pas baisser ces taux. Donc ça ne maintiendra pas un taux d'intérêt qui rende la dette soutenable. Je suis désolé, je vais devoir vous interrompre. En tout cas, merci pour ce débat qui était vraiment très très riche et très très clair. Et en fait, on a là l'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de poncifs actuellement sur la dette publique. Il y a un traitement dans une partie du débat public qui peut être assez erroné, qui ignore le fait que qui ignore beaucoup le fait qu'à court terme, ce n'est pas forcément un problème. Ensuite, le public a bien vu qu'il y avait un vrai débat sur la soutenabilité de la dette à moyen et à long terme. Grâce à Nord-de-Lat, on sait qu'en fait, de toute façon, les solutions, elles sont déjà décidées. Et il y a eu l'évocation d'un point très important, c'est la gestion démocratique de cette dette aussi, qui a été évoquée. Et c'est une ouverture très importante. Et le public voit bien, et c'est ça que je pense aussi qui est important, qu'il y a un débat qui reste ouvert entre économistes. Et comme ça a été évoqué, il y a des arguments, on commence à toucher à des implications qui nous emmènent très loin. En tout cas, je vous invite à consulter les publications de l'Institut, pour en savoir plus sur l'annulation de la dette. Je vous invite notamment à regarder les publications de l'Institut Rousseau, ainsi que certaines publications de l'Institut Veblen, qui détaillent techniquement les différentes propositions qu'on n'a pas eu le temps en soi forcément de déployer très en détail, parce que ce n'était pas sur l'annulation en soi. Voilà, merci vraiment beaucoup pour ce débat que j'ai trouvé de très grande qualité. Et à bientôt. Et bonne autre conférence au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.